Bonjour et bienvenue sur cette vidéo à destination des familles et des proches souffrant de maladies psychiques telles que la schizophrénie, la bipolarité, la dépression, etc. Cette vidéo s'adresse aux familles et proches qui souhaitent développer des relations de bonne qualité avec la personne malade, des relations nourrissantes sans s'épuiser. Et oui, la maladie n'abîme pas que la personne malade, mais trop souvent elle abîme aussi la qualité des relations et peut épuiser ses proches. C'est particulièrement injuste. Vous donnez tout ce que vous pouvez, et parfois trop, et vous vous épuisez, 2, parfois la relation n'est pas au top, et 3, votre proche ne va pas mieux. C'est tout l'enjeu de ce blog. Je souhaite vous permettre de construire ou de solidifier une relation nourrissante tout en gardant une énergie au top, afin de trouver votre juste place. Je ne supportais plus de ne pas aider assez de familles. J'ai bien plusieurs groupes de familles en présentiel, mais j'aide quoi 20, 30 personnes par an, c'est trop peu. Surtout que lorsqu'on sait qu'aider les familles et les proches, ça aide en plus les personnes malades elles-mêmes. Je pense particulièrement à la schizophrénie quand je dis ça. Une bonne psychoéducation aux familles, c'est moins d'hospitalisation pour les personnes malades, et s'il y en a malgré tout, elles sont moins longues. C'est vraiment tout bénef. Avec le blog, je vais donc vous proposer de 1. Bien comprendre ce qui se passe pour votre proche. C'est ce que l'on a commencé à faire avec les premiers articles de blog pour la pathologie schizophrénie et que l'on va continuer ici et encore sur le blog. 1. Bien comprendre. Et 2. Avoir les outils pour permettre de construire ou solidifier une relation nourrissante qui remplit chacun. Et 3. Développer votre énergie, votre bien-être, car vous aussi, vous êtes important. Alors hop, on y va. On démarre avec cette conférence que j'ai donnée plusieurs fois pour des professionnels, psychologues, psychiatres, infirmières. Cette conférence s'adressait aux pros, mais il est important que vous compreniez comment ça marche et que vous sachiez que c'est possible. Alors allons-y. Je vais vous présenter le rétablissement et un exemple d'application à l'hôpital. On va se poser 2 questions dans cette conférence. Tout d'abord, le rétablissement Kesaku. Qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? Qu'est-ce que ça représente? Et comment on peut faire? Alors, on va voir la définition du rétablissement. Pour ça, on va se baser sur les travaux de Favreau et Scheder 2004. D'abord, est-ce que le rétablissement, c'est la même chose que la guérison ou pas? Alors, voyons ce qu'est la guérison. La guérison se réfère à l'ancien état de santé, à la diminution ou la disparition des symptômes et des rechutes. Et en fait, pour certaines maladies, ça marche pas. Certaines maladies, on ne sait pas faire revenir complètement à l'état antérieur, notamment dans la schizophrénie. Le rétablissement a été pas mal décrit dans la schizophrénie, mais il fonctionne pour quasiment toutes les pathologies. Donc, ok, le rétablissement, c'est pas la guérison. Alors, qu'est-ce que c'est le rétablissement? Le rétablissement psychologique, c'est la réalisation d'une vie pleine et significative, une vie pleine, entière, épanouissante, significative, d'une identité positive, fondée sur l'espoir et l'autodétermination. Vie pleine, riche, significative, une identité positive, fondée sur l'espoir et l'autodétermination. Ces travaux ont été basés sur les témoignages de personnes concernées. Il est indépendant de l'origine de la maladie, de la présence ou non de l'activité de la maladie et de la nécessité d'un traitement ou pas. Ça veut dire qu'on peut être rétabli et malgré tout avoir un traitement et malgré tout avoir l'activité de la maladie qui peut être présente. C'est-à-dire, si on parle de la schizophrénie, peut-être des hallucinations, peut-être quelques éléments. Et c'est basé sur le témoignage des personnes concernées, ça veut dire qu'en fait, ils se sont dit, ok, il y a des personnes qui vont bien, comment elles font pour aller bien, quelles ont été les étapes qui ont fait qu'elles vont bien maintenant, comment ça se passe pour eux. Et ça a été étudié comme ça, et c'est là qu'est venu tous les travaux autour du rétablissement. Les personnes rétablies se décrivent comme étant non pas comme avant, mais différentes d'avant la maladie. Elles se sentent grandies par l'expérience de la maladie et du rétablissement, même lorsqu'elles ont un statut social inférieur au précédent. Et pour la plupart, les anciens buts de la vie ne sont plus disponibles tels quels et doivent être réévalués en fonction de leurs valeurs. Le rétablissement est un processus par étapes. Il y a tout d'abord l'étape du moratoire, puis l'étape de la conscience,
puis l'étape de la préparation, puis l'étape de la construction, puis l'étape de la croissance. Alors, voyons un peu ce que ça veut dire. L'étape du moratoire. C'est une étape où il y a du déni. Alors, moi, j'emploie rarement le mot déni, mais là, je vais l'employer beaucoup aujourd'hui puisque Fabreau l'utilise comme ça. Je vous expliquerai à un autre moment si vous souhaitez pourquoi je n'aime pas employer ce terme. Mais il a l'avantage, malgré tout, d'être un mot dont on voit bien le sens. Le déni, la confusion, le désespoir et le repli. C'est-à-dire, c'est vraiment l'étape où la personne, elle voit pas qu'elle a un problème, elle n'a pas de problème pour elle, pourtant elle ne le dit pas bien en général, hein, mais c'est pas d'elle dont vient, enfin c'est pas d'elle, c'est pas elle qui a un problème, c'est peut-être les autres ou en tout cas voilà, en tout cas elle se rend pas compte à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas psychiquement pour elle. À ce moment-là, il peut y avoir des étapes de confusion, de désespoir et la personne peut être vraiment en repli. Après l'étape du moratoire, il y a l'étape de la conscience. Cette étape-là, il y a les prémices d'une vie meilleure, les prémices d'espoir, d'une vie meilleure, d'une possibilité de rétablissement, possibilité d'endosser un autre rôle que celui de malade. Ensuite, il y a le rôle de préparation. À ce moment-là, la personne peut reconnaître la partie saine, sa partie saine, ses valeurs, ses forces, ses faiblesses, et apprendre à gérer la maladie. L'étape de la reconstruction. La personne à ce moment-là peut se forger une identité positive, elle peut établir et avancer vers ses buts personnels importants. Elle peut prendre des responsabilités dans la gestion de sa maladie et prendre le contrôle sur sa vie. Elle peut prendre des risques, avoir des échecs, des essais, d'avancer comme ça. Et puis, il y a l'étape de la croissance. La personne, à ce moment-là, elle sait comment gérer la maladie et rester bien. Elle a confiance en ses capacités et maintient une vision positive. Elle est tournée vers le futur. Voilà les 5 grandes étapes du rétablissement. On part vraiment d'une situation où la personne est dans le déni, confusion, désespoir, et elle va avancer petit à petit pour pouvoir développer sa vie. Alors, ça, c'est des étapes qui ont été décrites à partir de personnes qui étaient rétablies. Donc, les personnes n'ont pas toujours besoin des professionnels, donc de nous, pour avancer vers ça. Mais parfois, c'est possible. Et quel est notre rôle dans ce cas-là ? Notre rôle, ça va être de les aider à passer d'une étape à l'autre. Si, lorsqu'on rencontre la personne, elle est à l'étape du moratoire, on va essayer de l'aider à passer de l'étape du moratoire à l'étape de la conscience, puis l'étape de la conscience à la préparation, puis de la préparation à la construction à la croissance, et éventuellement à maintenir sa croissance ou à développer sa croissance. Alors, les résultats. Quoi ça sert de faire tout ça ? Qu'est-ce que ça change ? Alors, on a déjà vu une partie de ce qui changeait chez les patients, mais on passe aussi d'une vision pessimiste où il n'y a pas de guérison possible à une vision positive, le rétablissement est possible. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans la tête du soignant ? Je vous rappelle que je faisais cette conférence au départ pour les soignants. Un soignant qui se dit qu'il n'y a pas de guérison possible, il a de fortes chances d'avoir des pensées qu'on appelle PIC, des pensées inhibitrices du comportement. Ça veut dire qu'ils vont empêcher le comportement, empêcher l'action. Et donc, il y aura peut-être une tendance à se dire rien ne sert à rien et du coup à ne rien faire ou à ne pas faire beaucoup ou à ne pas faire assez. Donc, c'est important aussi pour les professionnels d'avoir cette vision du rétablissement. Et puis, pour les patients, ça on l'a déjà vu un petit peu, à accepter la maladie, à prendre appui sur des valeurs personnelles, à dépasser la stigmatisation, à retrouver et maintenir un sentiment d'espoir, à reprendre le contrôle sur sa propre vie et ses responsabilités, ce qu'on appelle l'empowerment, et l'autodétermination. Ça veut dire je décide pour moi-même ce qui est bien pour moi-même. Préserver mon identité également. Alors voyons un exemple d'application à l'hôpital. Alors voilà un exemple du rétablissement. Est-ce que ça peut être la route vers Mars ? Voilà ce qu'on peut faire à l'hôpital. C'est un exemple qui est basé sur mon travail, mais pas que sur mon travail, sur aussi ce qui est préconisé dans les études. Voici alors, quand la personne arrive et qu'on la rencontre pour la première fois, qu'elle est à l'étape du moratoire, voilà comment on peut essayer de l'aider. Donc notre travail à nous va être de l'aider à passer de l'étape du moratoire vers la conscience. Le but à ce moment-là, pour elle, ça va être de lui faire découvrir le trouble. Pour ça, on va se servir de plusieurs outils, notamment l'étape de l'alliance thérapeutique
et du partage du diagnostic différentiel et des comorbidités. Je vais tout vous expliquer. Donc d'abord, l'alliance thérapeutique, c'est quelque chose d'assez primordial en thérapie. Ça va être l'établissement d'un rapport collaboratif entre le patient et son thérapeute, pour se mettre dans la posture de deux personnes qui travaillent ensemble pour résoudre un problème. Ça va vraiment être le fondement du travail thérapeutique. Ce n'est pas le travail thérapeutique en tant que tel, mais c'est vraiment la base nécessaire. Et puis, à cette étape-là, on va, en plus de faire alliance avec la personne, on va, lorsqu'on le connaît, bien sûr, établir un diagnostic psychopathologique, psychologique et réaliser l'annonce diagnostique. Et ça, l'annonce diagnostique, c'est primordial aussi pour travailler avec les personnes. Ça va être nécessaire afin de démarrer la prévention de rechute dès le départ, de mettre le patient en position d'acteur, de l'accompagner dans la prise en charge de son trouble, de lui permettre de faire face, de le soutenir dans la mise en place de stratégies de coping adaptées, d'augmenter la motivation à la prise en charge. Et je rappelle que pour les médecins, c'est une obligation déontologique et légale. Et c'est pas anodin pour moi de marquer ça ici parce que le diagnostic, il n'est pas toujours partagé avec la personne. Il y a des professionnels qui pensent que c'est embêtant parce que ce serait mettre une étiquette à la personne, ce serait la mettre dans une case, ce genre de choses. Non, 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 c'est pas ça, partager un diagnostic. Il s'agit pas de juste dire vite fait dans le coin d'une porte à une personne, vous avez ça, vous avez tel problème, et c'était terminé. Là, éventuellement, peut-être, si c'était mal fait, ça pourrait être de mettre une étiquette à quelqu'un. Mais il s'agit de bien autre chose, bien au-delà de ça. On a ensemble d'abord créer cette alliance, c'est-à-dire ce travail collaboratif, c'est-à-dire qu'ensemble, on va on va travailler le diagnostic avec la personne malade et on va être d'accord ensemble qu'il y a tel problème. D'ailleurs, il n'y a même pas vraiment d'annonce diagnostique en tant que telle. Le tout va se construire ensemble, si dans le meilleur des cas, lorsque c'est possible. Et ça va vraiment lui permettre de prendre en charge, de démarrer la prise en charge de son propre trouble. Alors, comment on fait? On va justement co-construire avec le patient le diagnostic et son médecin, s'il y en a un dans la prise en charge. Je le précise parce qu'il n'y a malheureusement pas toujours de médecin dans la prise en charge. Alors, quand il s'agit de troubles comme la schizophrénie où le traitement est indispensable ou d'autres troubles, des fois, c'est vraiment indispensable de travailler avec un médecin. Donc, il va falloir en trouver un, que le travail collaboratif fonctionne à 3 personnes. Hein. Et donc, il va être annoncé avec des méthodes de communication adaptées. Alors, ce que je vous disais il y a un instant, c'est que si possible, il n'y a même pas besoin de l'annoncer, parce que tout ça est fait ensemble, mais en tous les cas, c'est fait avec des techniques de méthodes de communication adaptées. L'explication qui va être donnée avec va être compréhensible en fonction des capacités et de la compréhension de la personne. Il va y avoir un soutien à la gestion de l'émotion et un accompagnement dans la mise en place des stratégies d'adaptation. C'est vraiment une étape qui est importante. Alors, je vous ai parlé du diagnostic, là, mais faire un diagnostic, c'est pas uniquement dire ce que la personne, ça va être vraiment de vérifier qu'elle a ce problème-là et pas un autre problème. C'est ce qu'on appelle le diagnostic différentiel. Ça veut dire qu'on va vérifier tout ce qui est possible qu'elle ait et trier les choses de manière à faire un diagnostic vraiment clair de ce qui se passe pour elle. Et on va faire la même chose avec les comorbidités. Les comorbidités, ce sont les autres problèmes qu'a la personne, les autres problèmes psy, notamment, ou pas psy, mais notamment psy, qu'a la personne. Par exemple, une personne qui a une schizophrénie, il ne faudrait pas confondre avec une dépression. Bah oui, je sais bien que ça vous fait peut-être bizarre comme ça, mais ça peut des fois se ressembler très fort par moment. Et puis, donc ça, c'est vraiment pour faire le diagnostic différentiel. Mais par contre, il est aussi possible qu'une personne qui a une schizophrénie ait aussi une dépression. Bah oui, parce que c'est pas toujours très très drôle d'avoir une maladie mentale comme la schizophrénie, donc ça peut aussi engendrer de la dépression. Dans ce cas, ce serait une comorbidité. Puis il est aussi, par exemple, fréquent que des personnes qui aient des maladies mentales aient aussi un trouble addictif, une consommation de toxiques, d'alcool ou de cannabis ou autre. Donc voilà, on va vraiment faire tout ce travail-là dans cette étape-là et surtout tout partager progressivement, tranquillement avec la personne pour qu'elle comprenne ce qui lui arrive et l'aider à passer de l'étape du moratoire à l'étape de la conscience. Lorsque c'est le cas, dans cette étape de conscience, lorsque la personne est dans cette étape de conscience, on va l'aider à passer de la conscience à la préparation. Notre but à ce moment-là, donc, ça va être d'augmenter cette conscience du trouble et de la connaissance de soi. À ce moment-là, il y a deux grandes choses que l'on peut faire pour aider la personne. Ça va être ce qu'on appelle la psychoéducation.
Je vais vous donner le détail dans un instant. La psychoéducation, en un mot, ça va être l'information sur la maladie mentale, la maladie psychique, sur les problèmes psychiques, les fonctionnements psychiques en général. Et à cette étape-là aussi, on peut faire les évaluations cliniques, neuropsychologiques, de l'impact sur la vie, de la qualité de vie, etc. Je vais vous expliquer tout ça aussi. Donc d'abord, la psychoéducation, ça va donc de fournir une information adaptée au niveau de compréhension de la personne, de sa pathologie, de l'impact sur la vie quotidienne, sur le pronostic et de l'information sur les thérapeutiques. On va tout lui dire, il va tout savoir. Et ça va permettre d'augmenter la motivation de la personne à la prise en charge, d'augmenter sa connaissance de son propre trouble, améliorer l'insight, comme on dit, c'est-à-dire la connaissance de soi, la compréhension de soi. Ça va permettre d'augmenter la connaissance de ses réactions, des signes précurseurs de rechute, c'est primordial, de ses recettes, entre guillemets, d'amélioration pour augmenter son autonomie dans sa prise en charge de la pathologie. C'est vraiment lui, comment il fonctionne quand ça va pas et quand ça va. D'augmenter son sentiment d'efficacité personnelle. Et oui, je vous rappelle qu'il vient juste avant de l'étape du moratoire où il se sent désespéré. Donc non, on va augmenter son sentiment personnel grâce à ça. On va banaliser l'expérience de sa pathologie et ainsi, on va diminuer la stigmatisation, les idées reçues, les préjugés. Alors, je vous explique un petit instant ça parce que ça peut paraître bizarre de dire banaliser l'expérience de la pathologie. Mais oui, parce qu'on a tous une représentation des maladies mentales quand on n'est pas malade soi-même, ou même quand on est malade soi-même, basée sur les médias, le cinéma, etc. Et comme on l'a vu dans les précédents articles, si vous les avez lus sur le blog, notamment sur la schizophrénie, mais c'est la même chose dans la dépression, c'est la même chose dans toutes les pathologies. Il y a une image comme ça qui est très négative, qui est complètement fausse, en tout cas en ce qui concerne la schizophrénie. C'est très rare que les gens aient une réelle connaissance de la maladie. Et donc même la personne elle-même, quand elle dit ça, mon Dieu, j'ai une schizophrénie, mais est-ce que je suis un tueur en série? Mais non, vous n'êtes pas un tueur en série, vous n'êtes pas non plus une double personnalité. Et donc on va banaliser l'expérience de la pathologie en disant, mais voilà, tout le monde peut avoir des expériences hallucinatoires dans certains contextes, par exemple, ou bien autre chose, dans certains contextes de stress ou dans d'autres choses. Et du coup, cette maladie-là, elle fait que vous l'avez plus souvent. Donc, on va banaliser ça, on va réduire la stigmatisation et donc l'auto-stigmatisation. Parce que la stigmatisation, c'est aussi nous-mêmes. Quand on est malade, on va soi-même entretenir certaines images là. Et donc, c'est vraiment important d'avoir de la vraie information pour que les choses soient claires et pas stigmatisées, ni que nous-mêmes, on se juge mal parce qu'on a une maladie mentale. Et donc, cette étape-là va aussi permettre de faire naître l'espoir. Alors, vous avez vu, on parle de psychoéducation ici. Là, je suis centrée dans cette conférence-là sur ce qui se passe pour la personne malade elle-même. Mais là, ce que je suis en train de faire avec vous, et l'objectif de ce blog, et de plein de choses que l'on fait ici, ça va être vraiment la psychoéducation aussi des familles. Et donc, c'est vous, les familles. Donc là c'est le texte qui est écrit ici est centré sur les patients, mais c'est aussi vrai pour les familles. C'est très important que les familles, et qu'ils le souhaitent, qui sont en capacité de l'entendre, puissent avoir de l'information juste sur la pathologie de leurs proches pour justement ne pas vivre dans cette stigmatisation, ne pas reproduire cette stigmatisation et ne pas être mal à cause des idées reçues qui seraient fausses. Donc c'est vraiment une étape importante. On peut prendre le temps de la faire correctement. Et à cette étape-là aussi, on va pouvoir faire des évaluations. Alors, les évaluations, elles peuvent être de tous ordres. On peut faire des évaluations des troubles psychopathologiques et neuropsychologiques. On va travailler sur le retentissement de la maladie, sur la vie quotidienne, sur la vie professionnelle, la vie familiale, la vie psychique. C'est-à-dire que là, ici, on va essayer vraiment de dresser une représentation des difficultés des patients, de la typologie de problèmes, de leur intensité. Et ces évaluations peuvent, dans certains cas, participer à l'élaboration du diagnostic. On va vraiment essayer de modéliser la problématique, mesurer leur évolution dans le temps, ainsi que les effets de la prise en charge, afin de décider si on maintient les axes de travail, si on les réoriente ou si on met fin à la prise en charge. Donc on va vraiment faire cette mesure de départ qu'on va refaire plus tard dans le temps pour mesurer si c'est mieux. Si c'est mieux et que tout va bien, dans ce cas on pourra décider d'arrêter. Si c'est mieux et que tout va pas bien, on va voir, soit on va continuer, soit on va rajouter des objectifs thérapeutiques, on va changer les objectifs thérapeutiques pour aller plus loin. Soit c'est pas mieux et c'est pareil, donc il va falloir changer quelque chose, voire de thérapeute. Soit c'est pire et va falloir changer quelque chose, voire de thérapeute.
Ça, c'est vraiment quelque chose que j'explique tout de suite aux patients. C'est vraiment important, ces évaluations, pour décider de la marche à suivre par la suite. Cette étape aussi va permettre de mettre à jour les freins, les résistances, les réactances, les difficultés du patient à s'investir dans la prise en charge et à gérer ses freins. Bah oui, il y a plein de raisons qui font que ça peut être compliqué de suivre une thérapie de manière adaptée pour la personne. Donc c'est vraiment important de repérer les freins assez tôt dans la prise en charge pour voir si on peut les améliorer de manière à ce que la personne suive la prise en charge de manière confortable. Les évaluations permettent également de réaliser des travaux de recherche, le cas échéant. Donc, je ne vous ai pas trop décrit le type d'évaluation qu'on peut faire, les troubles psychopathologiques, c'est-à-dire la maladie elle-même, son intensité, voilà. Les troubles neuropsychologiques, vous savez, c'est les fonctions cognitives qui peuvent être altérées par la maladie, la concentration, la mémoire, les problèmes qu'ont les personnes, les retentissements sur la vie quotidienne, et professionnelle, familiale et psychique. Voilà. Donc voilà, quand on a bien travaillé cette étape de la conscience et que la personne est maintenant à l'étape de la préparation, on va chercher à l'aider, donc de passer de la préparation à la reconstruction. À ce moment-là, dans cette étape-là, elle peut durer un moment, cette étape-là, et on va essayer d'aider la personne, soit le but de cette étape va être de la guérison, si la maladie peut être guérie, ou au contraire, de diminuer au maximum les limitations ou les handicaps afin de se réaliser dans la vie avec ses contraintes. Voilà. Soit la maladie est guérissable, alors on va essayer de la guérir, sinon on va diminuer au maximum toutes les limitations que la personne peut vivre. Pour ça, on a deux grands axes, la psychothérapie et la remédiation cognitive. La remédiation cognitive, en fait, c'est un type de psychothérapie, mais je vais vous les détailler pour vous mettre le focus dessus. La psychothérapie, elle est définie par les hypothèses thérapeutiques qui découlent du diagnostic et de l'analyse fonctionnelle. Et oui, juste un petit peu dans les étapes avant, on a fait un diagnostic, on a analysé les difficultés, les problèmes, on a fait des évaluations. Et du coup, on a vraiment défini des hypothèses thérapeutiques avec la personne elle-même et on va pouvoir dérouler ensuite la psychothérapie qui sera vraiment adaptée à la personne. Et dans ce cas, la psychothérapie peut traiter la pathologie elle-même, ou bien les aspects qui renforcent la pathologie, ou les aspects qui déclenchent la pathologie, ou l'origine de la pathologie, ou les conséquences de celle-ci, etc. On va vraiment déterminer ce sur quoi on va travailler. Par exemple, pour une personne atteinte de schizophrénie, en fonction de ses difficultés, il est possible de travailler sur la gestion des hallucinations, les idées délirantes, la désorganisation, l'anédonie, c'est-à-dire la difficulté à ressentir les émotions ou à les exprimer. On peut travailler sur le développement des relations interpersonnelles, l'estime de soi, etc. Beaucoup de choses qu'on va donc définir avec la personne. Comment on s'y prend ? On va utiliser les outils et méthodes validés scientifiquement adaptés à la situation propre du patient. Alors, moi, je travaille en thérapie cognitive et comportementale, donc je vais utiliser principalement ces outils-là, et plus éventuellement si c'est besoin, si c'est utile. Donc, par exemple, la restructuration cognitive, qui va travailler sur les pensées, sur la manière de voir le monde, la résolution de problèmes, la relaxation thérapeutique, le MDR, l'exposition, ACT, la thérapie des schémas, thérapie interpersonnelle, éventuellement l'hypnose. Alors, l'hypnose n'est pas une méthode validée scientifiquement. Parfois, quand c'est utile, en plus du reste, je peux ajouter l'hypnose, la remise en activité, la remédiation cognitive, etc. On va vraiment utiliser tous les outils qui peuvent être nécessaires pour aider la personne. Le rythme de la thérapie est adapté au rythme d'évolution du patient. Donc, souvent, c'est une fois par semaine, 1 heure par semaine, 3/4 d'heure par semaine, parfois une demi-heure par semaine. Ça peut être un peu plus espacé parfois quand la personne va mieux ou plus dense si la personne va mal. Voilà. Elle peut être réalisée en individuel ou en groupe. Alors, la remédiation cognitive, je vous ai dit tout à l'heure, c'était une psychothérapie, mais qui va être centrée sur la remédiation des fonctions cognitives. Les fonctions cognitives qui peuvent être altérées par la maladie. La mémoire, l'attention, les fonctions exécutives, les cognitions sociales, les habiletés spatiales, le langage, la reconnaissance des émotions. Les troubles cognitifs, s'ils persistent, peuvent restreindre le développement personnel des personnes en entravant l'insertion professionnelle et ou sociale. C'est un enjeu important dans la croissance de la personne ainsi que la prévention de rechute.
C'est vraiment une étape, là, on est dans l'étape où c'est important aussi d'aller jusque-là, lorsque c'est nécessaire, bien sûr. Il y a plusieurs formes qui existent. On peut la faire en individuel ou en groupe, sur ordinateur ou avec des jeux de société ou à l'aide de papier et crayon. Tout est OK. Et ça peut être fait dans plein de pathologies différentes. Par exemple, à titre d'exemple, ça existe dans la dépression, ça peut exister dans la schizophrénie, ça peut exister dans les addictions, ça peut exister dans l'anorexie, dans le burn-out et dans plein d'autres. C'est juste à titre informatif que je vous montre un peu ça. Je vous ai montré des choses un petit peu variées pour que vous compreniez que dans plein de maladies différentes, la mémoire, la concentration peuvent être altérées. Et du coup, on peut avoir vraiment un bon intérêt à travailler en remédiation cognitive dessus. Donc, ok, on a bien soit guéri la pathologie si c'était possible, soit diminué au maximum qu'on pouvait les limitations ou les handicaps liés à la maladie. Du coup, la personne va pouvoir être en étape de reconstruction. À ce moment-là, donc, on va essayer de l'aider à aller de l'étape de la reconstruction à l'étape de la croissance. Le but va être d'aller au-delà du soulagement de la pathologie, soutenir l'épanouissement personnel et d'aider la construction d'une vie riche et pleine. Pour cela, on va pouvoir travailler sur le projet de vie, sur l'insertion professionnelle sociale, sur le développement personnel. Donc, trouver un sens à sa vie, définir le sens de sa vie, c'est très important. Et on a vu, la maladie, parfois, elle a pu mettre un frein à tout ça. Pu mettre un frein au projet de vie. Bah oui, on peut plus faire toujours pareil qu'avant la maladie, ça va dépendre des cas. Et du coup, il peut être utile d'aider la personne, si elle en a besoin, si elle a elle-même des projets, il n'y a pas besoin de nous, mais si elle en a besoin, on va pouvoir l'aider à trouver un sens à sa vie, définir le sens de sa vie, construire des projets de vie en lien avec ses valeurs, sa réalité, choisir les rôles sociaux que l'on veut endosser. Comment? On va analyser les besoins, les envies, les valeurs, évaluer les écarts à la réalité, définir des buts, résoudre les problèmes, mettre un plan d'action en route. Si besoin, il peut y avoir des techniques d'orientation professionnelle, de psychologie positive, l'habileté sociale, travailler sur les habiletés sociales. Toute technique en fait nécessaire va être utilisée ici afin de l'aider à la fois développer des projets de vie, enfin trouver le sens à sa vie et développer les projets de vie et aller vers son épanouissement personnel. Donc on peut travailler sur le développement du réseau social, sur le développement des relations interpersonnelles, sur le développement des activités stimulantes, le développement des activités professionnelles ou toute autre chose. On va tout travailler. On va l'aider vraiment à s'insérer, à se développer personnellement et à s'épanouir. Voilà, le voici arrivé à l'étape de la croissance. Là, on est à l'étape de la croissance. Donc, notre but va être de permettre la croissance de la personne, de limiter les hospitalisations, d'éviter les ruptures sociales et ou professionnelles. Donc là, on va travailler le soutien à l'action sur ces projets qu'on a déjà démarré avant, soutenir l'action, les choses, et faire de la prévention de rechute. La prévention de rechute, si vous vous rappelez, c'était aussi dès l'étape 1. Donc, c'est pas que à la dernière étape qu'on prépare ça, c'est tout l'ensemble du processus qui permet de limiter les rechutes au maximum. Et là, donc, on est à la fin, il connaît bien comment il fonctionne, donc on va l'aider encore une fois on va essayer de lui permettre d'être autonome dans la gestion de sa maladie et de prévenir les rechutes. En fonction des troubles, on va aider le patient à être capable de mettre en place une hygiène de vie prévenant les rechutes lorsque c'est le cas dans cette pathologie-là, de repérer les signes précurseurs d'une rechute, de réagir en conséquence, par exemple faire appel à son réseau de soins, à sa famille si besoin, si c'est utile, si c'est pertinent. Je donne un exemple ici dans la dépression. Par exemple, on peut proposer des groupes de méditation de pleine conscience spécifiques pour les personnes qui ont été déprimées, qui ne le sont plus, puisqu'on est à la fin, elle n'est plus déprimée, qui peuvent être en groupe ou en individuel et qui permet de prévenir les rechutes dépressives, par exemple. Voilà, donc je vous ai un petit peu dressé les étapes
du rétablissement avec pour vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire en tant que professionnel à chaque étape. Alors, vous avez remarqué, je vous ai pas vraiment parlé du rôle du psychiatre parce que c'était pas l'objet de mon travail, de ce que je présentais ici, mais évidemment que le psychiatre a un rôle à différents moments en fonction de la pathologie tout le long, sans doute, mais voilà. Je vous ai montré comment on pouvait travailler autrement quand on est psychologue. Et vous allez me dire, ouais, ma famille de ouf, vous êtes bien gentils, mais nous, on est tout seul avec notre proche et parfois il est à l'étape du moratoire et il voit pas de professionnel. Et nous, comme on l'a bien vu, la personne à cette étape-là, elle est dans le déni, elle ne se reconnaît pas qu'elle a des troubles, elle ne reconnaît pas qu'elle a de problèmes, et nous, on est tout seul, et comment on fait? Vous avez raison. Là, ici, vous êtes un peu coincé. C'est un peu tout l'objet aussi de l'information que je vous donne ici, déjà de savoir que c'est possible. Et effectivement, dans ce moment-là, de cette première étape-là, quand il n'y a pas de professionnel en jeu, c'est compliqué pour vous parce que vous êtes entre deux. Vous êtes un proche, vous n'êtes pas un professionnel de santé et vous voyez bien que votre proche il va pas bien et vous savez pas comment l'aider. On verra ça ici un peu dans cette étape-là. On avait vu, si je vous remets cette toute première étape là ici, en tant que professionnel, nous, on va travailler l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire vraiment pour pouvoir passer dans une relation qui est une relation de rapport collaboratif où on va travailler ensemble sur le problème. Vous aussi, vous avez un rôle à jouer ici, si vous le souhaitez le prendre, c'est pas une obligation. Mais si vous êtes là, il y a de bonnes chances que vous souhaitiez bien aider vos proches. L'alliance, évidemment, pour vous, ça va pas être l'alliance thérapeutique. Moi, j'ai parlé en tant que psychologue, mais ça va être vraiment de faire alliance avec votre proche malade pour être tous les deux à résoudre ce problème qui est là, dont une partie est sa maladie, et voilà, comment on fait avec ce problème-là. Donc voilà, et on vous pourra bien sûr vous montrer des manières de pouvoir vous aider dans cette étape-là, qui est vraiment cette étape du moratoire, où vous, votre première étape, c'est déjà d'aider votre proche, s'il ne s'en rend pas compte lui-même, à l'aider à trouver une équipe de soins qui va l'aider de manière adaptée. Donc on vient de voir ce qu'on pouvait faire à chaque étape en tant que professionnel. On repère l'étape à laquelle est la personne à ce moment-là et on va focaliser notre attention sur l'aider le mieux possible pour passer d'une étape à une autre en fonction des cas. Donc on a l'entretien thérapeutique là que je vous ai décrit pour aider la personne, mais il n'y a pas que ça pour aider la personne. On va aussi donc travailler avec les familles, donc ce que je suis en train de faire là maintenant avec vous, pour aider aussi les personnes, déstigmatiser la maladie mentale. Donc là, on va travailler aussi avec la société, mais avec les personnes elles-mêmes, avec les autres professionnels, avec tout le monde, pour déstigmatiser au maximum les maladies. On va travailler dans la recherche, va travailler avec les collègues, le travail institutionnel aussi pour les aider, les soutenir. Comme vous le savez, travailler à l'hôpital, c'est pas très facile en ce moment. Donc, avoir des personnes solides, c'est aussi important. Bien formées, solides, qui peuvent aider les personnes, c'est aussi très important. On va moi-même me former d'autres gens aussi. Ce que je fais avec vous là fait partie de tout ça. Donc, je vous ai présenté mon travail et ma vision de celui-ci. Et la vérité, c'est que je travaille pas seule. Je travaille avec une équipe d'infirmiers, de médecins, d'assistantes sociales qui, chacun dans son art, favorise le rétablissement. Juste quelques exemples. L'assistante sociale, par exemple, s'assure que la personne bénéficie de ses droits et l'aide à les obtenir. Les infirmiers font des groupes thérapeutiques qui visent à permettre à la personne de se restaurer et à grandir vers l'extérieur. Elles font aussi des visites à domicile pour être plus près de la problématique à un moment donné et faire avancer la personne vers son autonomie. Je vous ai présenté mon travail et ma vision de celui-ci, mais la vérité, c'est que c'est pas moi qui fais le job. Oui, je sais, je viens de vous le dire. Je vous le redis. Parce qu'en fait, c'est la personne qui se rétablit. Le rétablissement ne nécessite pas forcément l'aide du professionnel, mais c'est un processus qui peut être spontané. Bon, je ne parle pas quand il y a des traitements à donner ou des choses comme ça. Je parle d'une manière générale. La suite, ça peut se faire tout seul. Il n'y a pas forcément besoin de nous. Mon travail est de soutenir ce processus si ce soutien est nécessaire et si la personne le souhaite. Et oui, on s'arrête absolument quand la personne dit « ouais, c'est bon maintenant ». Moi, je veux dire, je ne vais pas toujours jusqu'à l'étape de la croissance avec les personnes. Des fois, elles me disent « ouais, c'est bon, j'ai compris, je sais où je veux aller, j'ai plus besoin de vous, merci, au revoir ». Et c'est très chouette comme ça.
Et le soutien de ce processus gagne aussi à être réalisé par des pairs aidants. Les pairs aidants, ce sont des personnes rétablies qui sont formées et qui vont elles aussi soutenir ce processus de rétablissement pour aider les personnes à passer d'une étape à l'autre, les soutenir, etc. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver. C'était très chouette de partager ça avec vous. J'espère que ça vous a été utile, ça vous sera utile et que voilà. Et si vous avez des questions, je vous le redis, vous savez où me trouver.